Ils ont refusé mes 3 jours de congé pour enterrer mon père. Vous devrez choisir entre le travail et la famille, m'ont dit froidement les ressources humaines. J'ai hoché la tête, je suis sorti, et cette nuit-là, j'ai fait quelque chose qui leur a coûté 4,3 millions de dollars. Je m'appelle Harper Ashford et j'ai 29 ans. Si vous demandiez à mes collègues, ils diraient probablement que je suis la personne sur qui on peut compter. La femme qui a toujours un plan B, qui se souvient de chaque date limite de client, qui peut sortir un diagramme système de nulle part à 23h47 quand tout est en feu et que personne d'autre ne sait d'où vient la fumée. Si vous demandiez à ma patronne, elle m'appellerait par quelque chose de plus clinique, ressources critiques, atout clé. Le genre de phrase qui semble flatteuse jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elles sont juste des manières sophistiquées de dire « on ne sait pas ce qu'on ferait sans elle, mais on ne la traitera quand même pas comme une personne ». Ce n'est pas seulement une histoire de deuil. C'est l'histoire du matin où mon père est mort, de la façon dont mon entreprise a essayé de me faire choisir entre l'enterrer et garder mon travail, et de ce qui s'est passé quand j'ai finalement décidé que j'en avais assez d'être la seule adulte dans la pièce. L'appel est arrivé à 7 heures du matin un mercredi. J'étais dans ma minuscule cuisine de Chicago, à mi-chemin de ma première tasse de café, quand mon téléphone s'est allumé avec un numéro en 773 que je ne reconnaissais pas. Chicago, certes, mais pas enregistré dans mes contacts. Probablement du spam. J'ai failli le laisser sonner. Quelque chose m'a poussé à décrocher. Bonjour, est-ce bien Harper Ashford? Une voix de femme. Professionnelle. Le genre de ton qu'on utilise pour annoncer de mauvaises nouvelles avant même d'avoir fini sa propre première tasse de café. Oui, c'est Harper. Je vous appelle de l'hôpital Northwestern Memorial. Je suis vraiment désolé de vous informer que Monsieur Martin Ashford est décédé à 5h47 ce matin. Un événement coronarien massif. L'équipe d'urgence a fait tout ce qu'elle a pu, mais les dégâts étaient trop importants. Pendant une seconde, tout est devenu silencieux. Pas le genre de silence confortable, le genre où vos oreilles bourdonnent et votre corps est immobile, mais votre cerveau sprint. Elle a continué à parler. Crise cardiaque, trouvée par un voisin, amené en ambulance. Impossible de le stabiliser. Et je suis resté là à fixer la cafetière à moitié pleine comme si elle m'avait personnellement trahi. Voudriez-vous parler au médecin traitant, a-t-elle demandé doucement. Avez-vous des questions sur les prochaines étapes? J'ai ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Mon père était juste mon père. L'homme qui repassait ses jeans, qui gardait sa maison si propre que les plaintes semblaient avoir été inspectées par l'armée, qui appelait tous les dimanches à 21h03 pour vérifier l'huile, son code pour s'assurer que je mangeais, que je dormais et que je ne me laissais pas enterrer vivante par le travail. J'ai dégluti. Non, je comprends. Merci d'avoir appelé. J'ai raccroché et je suis resté là, le téléphone toujours à la main. Papa nous a élevés, mon jeune frère Blake et moi, seuls après la mort de maman d'un cancer quand j'avais 11 ans. Il avait fait 22 ans de service actif dans l'armée, avait pris sa retraite et nous avait déménagé dans le Southside où il s'occupait de la logistique pour une compagnie de transport. C'était un de ces hommes qui ne se plaignait jamais, ne demandait jamais de reconnaissance. Il était juste là, payait les factures à temps, maintenait le dîner à 18h30 précise, gérait la maison comme un peloton, mais avec une douceur qu'il ne s'attribuait jamais. La maison était toujours propre. Le frigo était toujours plein. L'huile de la voiture était toujours changée à temps. Il y avait des règles, des couvre-feux, des corvées, de la structure, comme il l'appelait. J'avais l'habitude de lever les yeux au ciel à ce mot. Maintenant, c'était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer. La première personne que j'ai appelée était Blake. C'était comme une mémoire musculaire. Papa aurait voulu qu'il le sache. Il vivait à Pilsen dans un appartement que papa l'aidait discrètement à payer parce que Blake ne pouvait pas garder un travail plus de 6 mois même si sa vie en dépendait. Il a répondu à la 4e sonnerie, la voix pâteuse de sommeil. Quoi? Papa est mort, ai-je dit. Ma propre voix semblait plate. Crise cardiaque ce matin. Il y a eu une longue pause. Tu es sérieuse? Oui. Silence. Puis, il nous laisse combien? J'ai fermé les yeux. De toutes les choses qu'il aurait pu dire. Comment vas-tu? Quand est-ce arrivé? A-t-il souffert? Rien. Juste ça. Et c'est à ce moment-là, que j'ai réalisé que Blake allait être un problème. Je ne sais pas encore, ai-je dit. Je suis toujours debout dans ma cuisine. D'accord.
Ben, envoie-moi un texto quand tu sauras pour le testament. Oui. Je n'ai pas répondu. J'ai juste raccroché. Je n'avais pas l'énergie pour ces bêtises. Pas avec les mots « votre père est décédé » qui résonnaient encore dans ma tête. L'appel suivant était pour tante Rita, la sœur aînée de papa. Elle vivait à Evanston, institutrice à la retraite, le genre de femme qui se souvient de l'anniversaire de tout le monde et refuse de se présenter les mains vides où que ce soit. Quand je lui ai annoncé, elle est restée silencieuse un long moment. Il ne m'a jamais dit que son cœur lui jouait des tours, a-t-elle finalement dit. Il ne l'aurait pas fait, ai-je murmuré. Tu sais comment il était. C'est quand, la cérémonie? Je ne sais pas encore. J'appellerai une entreprise de pompes funèbres aujourd'hui. Je vais m'en occuper. Probablement ce week-end. Je t'aiderai avec les arrangements, a-t-elle dit immédiatement. Et j'appellerai Pete. Ton père aurait voulu qu'il soit là. Pete est mon oncle, le mari de Rita. Techniquement pas de mon sang, mais plus de la famille que la plupart des gens. Nous avons parlé pendant encore 10 minutes de logistique, des prochaines étapes, le genre de détails pratiques que papa lui-même aurait énuméré sans ciller. Quand j'ai raccroché, la réalité m'a frappé d'une manière différente. Les funérailles seraient probablement samedi ou dimanche. C'était mercredi matin. Cela signifiait que j'avais besoin d'au moins 3 jours de congé, peut-être 4 si les affaires de succession traînaient. J'ai posé mon café, j'ai pris mes clés et je suis allé directement au bureau. North Point, mon entreprise, était située dans le West Loop, tout en verre, en acier et en briques apparentes, prétendant avoir une personnalité. J'y travaillais depuis 4 ans. J'ai commencé comme analyste junior, j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir senior en faisant ce que personne d'autre ne voulait faire, des migrations douloureuses, des systèmes de reporting défaillants, de la documentation pour des processus que tout le monde insistait pour simplement se souvenir. Spoiler, il ne se souvenait jamais. Je suis passé devant la réception, à travers l'open space, ignorant le ping des messages Slack et le bourdonnement des claviers. Mes pieds se sont dirigés en pilote automatique vers le bureau de Miranda. Miranda, vice-présidente des opérations, ma chef directe, le genre de personne qui vous envoie un message à 23h58 et un suivi à 7h02 pour vous demander pourquoi vous n'avez pas encore répondu. Sa porte était entr'ouverte. Elle était assise derrière un immense bureau en verre, tapant comme si le clavier l'avait personnellement insulté. J'ai frappé. Elle a levé les yeux. Pas de sourire. Faites vite. J'ai un appel dans 8 minutes. Je suis entré mais je suis resté debout. S'asseoir me semblait mal. Mon père est mort ce matin, ai-je dit. Crise cardiaque. J'ai besoin de 3 jours de congé pour les funérailles. C'est à Chicago, mais j'aurai besoin de temps pour m'occuper de sa succession. Et quand pensiez-vous les prendre, a-t-elle demandé comme si je venais de demander un rendez-vous chez le dentiste. Partir vendredi matin, ai-je dit. De retour lundi matin. Elle s'est penchée en arrière, a croisé les bras. Vous pouvez avoir un jour, le samedi, où vous pouvez y assister virtuellement. J'ai cligné des yeux. Je suis désolé, ai-je dit lentement. Vous avez dit virtuellement? Oui, nous sommes en plein milieu du déploiement de Méridian. Tout le monde est censé être ici. Ses yeux n'ont pas vacillé. Aucune exception. Ce mot est resté en suspens comme une mauvaise odeur. Aucune exception. Pas pour des funérailles. Pas pour le seul parent qu'il me restait. C'est mon père, ai-je dit, ma voix s'aplatissant. Il nous a élevés, mon frère et moi, seuls après la mort de ma mère. C'est un vétéran. Je ne demande pas des vacances. Son visage n'a pas changé. Si quoi que ce soit, elle avait l'air de s'ennuyer. Alors vous devrez décider ce qui est le plus important, a-t-elle dit. Nous faisons tous des sacrifices. Ça fait partie du travail d'équipe. Je suis resté là à la regarder, attendant que quelque chose, de l'empathie, de l'humanité, littéralement n'importe quoi, apparaisse sur son visage. Rien. Elle s'est retournée vers son écran et a recommencé à taper. La conversation, en ce qui la concernait, était terminée. Très bien, ai-je dit doucement. Un jour. Bien, a-t-elle répondu. Soumettez la demande dans le système avant de partir. Je suis sorti de son bureau, j'ai descendu le couloir, passant devant les rangées de personnes penchées sur leurs écrans. Ma poitrine était serrée. Mes mains tremblaient.
J'ai atteint le parking avant que ça ne me frappe vraiment. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 20 minutes à regarder le logo de l'entreprise sur le côté du bâtiment, pensant à toutes les nuits et tous les week-ends que je leur avais donnés. L'appel de la veille de Noël que j'avais pris en pyjama parce que, le client panique. La façon dont Miranda m'avait une fois qualifié de « rockstar » en réunion, puis avait refusé mon augmentation parce que, le budget est serré ce trimestre. Et maintenant, alors que mon père était mort, j'avais droit à un jour ou à des funérailles sur Zoom. J'ai ri une fois. Ça sonnait faux dans le petit espace de ma voiture. Ils ne me méritaient pas. Ils ne comprenaient même pas ce que j'avais construit pour eux. Et puis ça m'a frappé, comme une pensée claire et froide traversant le brouillard. Ils ne comprenaient vraiment pas ce que j'avais construit pour eux. Parce que s'ils l'avaient compris, ils ne m'auraient jamais dit, aucune exception, alors que j'étais là, debout, tenant la nouvelle que mon père était parti. Le temps de rentrer chez moi, je savais exactement ce que j'allais faire. Je n'ai pas mangé cette nuit-là. Je me suis assise à mon bureau, ordinateur portable ouvert, me connectant au système de l'entreprise comme je l'avais fait 1 millier de fois. Tard le soir, les week-ends, les jours fériés, chaque fois que la gaffe de quelqu'un d'autre nécessitait d'être réparée. Mais cette fois, je ne faisais pas de gestion de crise. Cette fois, je reprenais tout ce que j'avais construit. J'ai ouvert mes répertoires privés, pas les données des clients, pas le code propriétaire, juste mon travail, l'infrastructure que j'avais créée parce que personne d'autre ne s'en était donné la peine. La documentation expliquant chaque processus, chaque intégration, chaque contournement hideux pour les systèmes défaillants qu'ils refusaient de réparer correctement. Les plans de configuration, les cartes d'API, les guides de dépannage rédigés après des nuits blanches qu'ils ne m'ont jamais payés. Les scripts d'automatisation qui leur ont fait économiser des centaines d'heures qu'ils n'ont même jamais remarquées. Tout l'échafaudage invisible qui soutenait leurs promesses. J'ai pensé à mon père, debout devant un moteur, de la graisse sur les mains, me disant, si tu construis quelque chose qui vaut la peine d'être gardé, assure-toi que personne ne puisse te le prendre sans te le demander. J'ai souri pour la première fois de la journée. D'accord, papa, ai-je murmuré. Message reçu. J'ai commencé à copier des fichiers. J'ai tout copié. Des dossiers IP, des archives cryptées, des structures propres et étiquetées qui rendraient la future moi fière et la version actuelle de très nerveuse. Ce n'était pas du vol. C'est important. Je n'ai pas touché aux données des clients. Je ne me suis pas approché du code propriétaire. Je n'ai rien dupliqué qui appartenait légalement à Northpoint. Ce que j'ai pris était à moi. La documentation que j'avais créée sur mon propre matériel, sur mon temps personnel, en utilisant mes propres outils, pour que leur système fragile et à moitié fini ne s'effondre pas chaque fois que quelqu'un poussait une mise à jour buggée un vendredi après-midi. J'ai regardé les barres de progression ramper sur mon écran. 32%. 68%. 94%. Quand le dernier fichier a fini de se copier sur le disque dur externe, je me suis adossé et j'ai fixé l'arborescence des répertoires. C'était 4 ans de ma vie. 4 ans de matins précoces et de nuits tardives, de questions rapides, qui se transformaient en sauvetage de 3 heures, de on formalisera ça plus tard, qui, mystérieusement, n'arrivait jamais. Ils pensaient avoir embauché une ressource. Ils avaient en fait embauché une architecte. Et les architectes ne laissent pas leur plan derrière eux pour des gens qui les laisseraient enterrer leur père à cause d'un déploiement. J'ai sorti un script que j'avais écrit 6 mois plus tôt après que quelqu'un ait accidentellement effacé un répertoire partagé et ait tenté de rejeter la faute sur de mystérieux problèmes de serveur. À l'époque, j'avais construit un outil de récupération pour suivre et réparer les dégâts. Pendant les tests, j'avais écrit un script de nettoyage compagnon comme preuve de concept, puis je l'avais mis de côté. C'est drôle comme la vie fait des cercles. J'ai ouvert le script de nettoyage et j'ai commencé à le modifier. Pas de répertoire partagé, pas de dépôts accessibles aux clients, seulement mes chemins de documentation personnelle, les manuels d'exécution interne, les diagrammes et les guides pratiques que j'avais tranquillement conservés dans des dossiers bien organisés parce que personne d'autre ne s'en donnait la peine. Mes doigts ont survolé le clavier une seconde. C'était le point de non-retour. J'ai pensé à ce que Miranda avait dit. Nous faisons tous des sacrifices. Ça fait partie du travail d'équipe. Elle avait présenté la chose comme si j'étais égoïste de vouloir 3 jours pour enterrer le seul parent qu'il me restait. Comme si j'étais un inconvénient. Elle n'avait aucune idée à quel point je pouvais être un inconvénient. J'ai appuyé sur Entrée. Le script s'est exécuté.
Les dossiers se sont vidés en une cascade contrôlée. Les fichiers ont disparu en séquence. Pas de manière chaotique, mais chirurgicale. À chaque emplacement, j'ai remplacé le contenu par un unique petit fichier texte. Documentation supprimée par l'auteur original. Aucune récupération possible. Ce n'était pas seulement de la rancune. C'était de la clarté. Il n'avait jamais payé pour ma documentation. Il ne l'avait jamais formalisée, jamais reconnu son étendue, jamais offert de compensation pour les nuits et les week-ends que j'avais passés à la construire. Pour eux, c'était un extra, jetable, tout comme moi. J'en avais fini de donner gratuitement ce qui me rendait précieuse. À 3h30 du matin, c'était fait. Mes répertoires étaient nettoyés. Mon disque dur externe était posé sur le bureau, une petite boîte noire silencieuse contenant 4 ans de travail invisible. J'ai ouvert mes emails. Nouveau message. Objet, démission. Je démissionne avec effet immédiat pour des raisons personnelles. Toute la documentation personnelle, les manuels d'exécution et les matériaux créés en dehors des heures de travail avec des ressources personnelles ont été supprimés des systèmes de l'entreprise. Aucune donnée client n'a été altérée ou consultée. Harper. Je l'ai relu 2 fois, j'ai ajouté 3 destinataires, Miranda, Dîner les ressources humaines. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Le sifflement de l'email quittant ma boîte d'envoi a semblé plus fort qu'il n'aurait dû. J'ai fermé l'ordinateur portable. Mon téléphone était toujours dans le tiroir de la cuisine, face contre table, en mode ne pas déranger. Je l'ai laissé là. Je n'étais pas prête à entendre les retombées. À la place, j'ai sorti ma valise. J'ai bougé en pilote automatique. Jeans, pull, quelques chemisiers, mes bottes usées. J'ai pris la vieille veste de campagne de l'armée de papa au fond de mon placard, celle qu'il m'avait donnée le Noël dernier en plaisantant, tu en auras besoin quand Chicago oubliera qu'elle n'est pas l'Arctique. Sur la commode, à côté d'une bougie à moitié consumée, se trouvait sa pièce de défi du Koweït. Il m'avait laissé la tenir exactement 2 fois quand j'étais enfant, comme si c'était quelque chose de sacré. Tu portes ça, avait-il dit, alors quand tu voudras te souvenir que quelqu'un te soutient toujours, même si tu ne peux pas le voir. Je l'ai glissé dans ma poche. À 4h12, mon sac était fait. À 4h15, j'étais dans ma voiture. La ville encore sombre, les rues presque vides. Le silence ressemblait à une permission. Le trajet jusqu'à la maison de papa à Beverly a duré un peu moins de 40 minutes. Je l'avais fait si souvent que j'aurais pu le conduire en dormant. Les feux rouges se sont estompés en jaune. Les devantures de magasins défilaient en traînées de néons et de briques. De temps en temps, mon cerveau me lançait une pensée comme un bandeau d'informations. Il est parti. Tu as démissionné. Tu viens de débrancher un déploiement de plusieurs millions de dollars. Puis une autre voix répondait. Plus calme mais plus nette. Ils ont choisi ça quand ils ont choisi de ne pas te voir. Je me suis garé devant la petite maison en briques de papa alors que le ciel commençait à s'éclaircir. La même maison de 3 chambres qu'il avait achetée après sa retraite. Les mêmes rideaux blancs aux fenêtres de devant. Le même paillasson délavé qu'il refusait de remplacer parce qu'il fonctionne toujours. La lumière du porche était toujours allumée. Ça a fait plus mal que prévu. Je me suis garé dans la rue et j'ai froncé les sourcils. Il y avait déjà une voiture dans l'allée. La Honda cabossée de Blake, enfoncée d'un côté comme si elle avait survécu à un combat avec un caddie et avait perdu. Bien sûr. Je suis sorti, mon souffle formant un nuage dans l'air de février, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Elle n'était pas verrouillée. Je l'ai poussée et je suis entré. La maison sentait le café et la sueur de pain, comme toujours. Sauf que cette fois, il y avait une autre odeur superposée. Papier, poussière et opportunisme. Blake était dans le salon, accroupi près du bureau de papa, fouillant dans les tiroirs. Des papiers étaient éparpillés sur le sol. Des factures, des enveloppes, un carnet jeté comme un déchet. Tu te moques de moi, ai-je demandé. Il a levé les yeux, aucune culpabilité dans le regard. La même chose que tu es sur le point de faire, a-t-il dit. Cherchez le testament. Il est mort il y a moins de 12 heures, ai-je dit. Tu ne pouvais pas attendre. On a besoin de savoir à quoi s'en tenir, Harp. Il a fait un geste vers la pièce. Rien que cette maison vaut quoi? 400 000 $, plus ce qu'il a à la banque. On n'est pas riche, quoi.
Je me suis avancé dans la pièce et j'ai doucement fermé la porte derrière moi. Sors, ai-je dit. Il a ri une fois. J'ai autant le droit d'être ici que toi. Non, ai-je dit, la voix basse. Tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas appelé pendant 6 mois. Tu n'es pas venu quand il s'est fait mal au dos l'année dernière. Tu ne te montrais que quand tu avais besoin d'argent. Tu n'étais là pour rien d'autre que des aides. Il s'est levé, roulant des épaules, comme pour paraître plus grand qu'il ne l'était. Ne fais pas comme si tu étais meilleur que moi juste parce que papa t'aimait plus. Ça a touché un point sensible, mais pas pour la raison qu'il pensait. Papa ne m'aimait pas plus. Il me faisait juste confiance. Il me faisait confiance pour être là, pour gérer les choses, pour être la structure quand tout le monde s'effondrait. Tu devrais y aller, ai-je répété. Maintenant. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes. Puis il a attrapé ses clés. Peu importe. On se voit aux funérailles, a-t-il dit. On pourra parler du partage des biens. Puis il est passé devant moi et est sorti. La porte a claqué assez fort pour faire trembler les cadres. Je suis resté là un moment, essayant de respirer lentement, essayant de ne pas donner un coup de pied dans la chaise qu'il utilisait comme une sorte de trône de pilleur de tombes. Puis mon téléphone, toujours dans ma poche depuis le trajet, a vibré si fort que ça m'a surprise. C'est vrai. Je l'avais attrapé en sortant de l'appartement, presque par habitude, et je l'avais fourré dans mon manteau sans réfléchir. L'écran s'est allumé comme un sapin de Noël. 15 appels manqués, une douzaine de messages vocaux, des notifications Slack, des emails. J'ai appuyé sur le premier message vocal. Et Harper, c'est Dean. On a remarqué que des fichiers critiques manquaient dans les répertoires de documentation partagés. Pourrais-tu nous appeler quand tu auras ce message? On veut juste s'assurer que rien n'a été supprimé par accident. Le deuxième message vocal était de Miranda, sa voix tendue. Harper, je fais remonter ça à l'informatique. Si c'était une sorte de malentendu, on a besoin de clarification immédiatement. J'ai écouté le troisième. Dean, encore, moins poli maintenant. Ce n'est pas comme ça que les professionnels gèrent une démission. On a besoin que ces fichiers soient restaurés. Rappelle-moi. J'ai verrouillé le téléphone et je l'ai glissé dans ma poche. Pas mon problème. Plus maintenant. Le bureau de papa, en revanche, était l'opposé du chaos de North Point. Des dossiers étiquetés par catégorie, des factures triées par mois, des classeurs empilés proprement. Un classeur à 3 anneaux dans le tiroir du haut, étiqueté de son écriture carrée, document important. Je l'ai sorti, je l'ai posé sur la table de la salle à manger et je l'ai ouvert. Son testament, sa police d'assurance vie, l'acte de propriété de la maison, ses relevés bancaires, tout ce qu'on attendrait d'un homme qui traitait sa vie personnelle comme un dépôt de ravitaillement. J'ai tourné à la page du testament. L'essentiel était simple. La succession était partagée à 60/40 entre moi et Blake. Mon estomac s'est noué. Puis j'ai vu la clause manuscrite près du bas, datée de 3 mois. La part de Blake est conditionnée à un emploi pendant un minimum de 6 mois consécutifs au moment de mon décès. Si cette condition n'est pas remplie, la totalité de la succession revient à l'enfant aîné, Harper Ashford. À l'arrière était agrafé un mémo tapé de son avocat résumant la discussion, notant que Martin était sain d'esprit, que cette clause reflétait son inquiétude quant au manque de stabilité de Blake. C'était signé, daté et paraphé. Je l'ai lu 2 fois. Papa avait su. Il avait vu cette dispute arriver bien avant moi, et il s'était tranquillement assuré que je n'aurais pas à me battre avec Blake pour chaque centime tout en essayant de faire mon deuil. J'ai pris des photos du testament et du mémo et je les ai envoyées par texto à tante Rita avec une seule ligne, j'ai trouvé le testament. C'est clair. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre appel entrant d'un numéro que je reconnaissais maintenant comme la ligne interne de North Point. Je l'ai refusé. Puis j'ai tourné quelques pages de plus dans le classeur, me forçant à me concentrer sur le pratique. Numéro de compte, nom de contact, relevé hypothécaire, le genre de paperasse que papa aurait liquidé en un après-midi en fredonnant une vieille chanson rock. Le jeudi après-midi, j'avais parcouru la plupart de la maison. Le placard de la chambre de papa était une capsule temporelle. Uniforme, tenue de cérémonie, tenue de combat, bottes cirées jusqu'à obtenir un éclat de miroir. Sur l'étagère du haut se trouvait une boîte en carton étiquetée « Déploiement Koweït 91 ». Je l'ai descendue et l'ai ouverte sur le lit. Des photos de lui dans le désert, plus jeune, bronzé,
souriant avec son unité devant des camions et des tentes. Des lettres, un petit journal à l'écriture serrée, des cartes avec des itinéraires dessinés au stylo rouge, un drapeau américain plié. Je suis resté assise là, sur le bord de son lit, les doigts traçant le bord de la carte, réalisant à quel point je connaissais peu cette partie de sa vie. Il en parlait toujours comme de la logistique, comme s'il s'était contenté d'expédier des boîtes au lieu de s'assurer que les gens restent en vie. Mon téléphone s'est de nouveau mis à sonner. J'ai regardé l'écran. Miranda. Je l'ai laissé sonner, puis j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation et j'ai complètement éteint le téléphone. Il pouvait paniquer autant qu'il voulait. J'avais des choses plus importantes à faire. Ce soir-là, tante Rita est passée avec un gratin de sa voisine parce que, bien sûr, c'est ce qu'elle a fait. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine de papa, le classeur entre nous, pendant qu'elle regardait la maison comme si elle la voyait pour la première fois. Il gardait cet endroit impeccable, a-t-elle dit. Toujours. Ta mère aurait été fière de lui, élevant des enfants seuls et ne laissant jamais la maison se délabrer. J'ai dégluti. Il a fait plus que ça. Je n'ai pas mentionné l'arrivée de Blake ni la clause du testament. Pas encore. Ce serait une conversation pour l'avocat. J'ai appelé les pompes funèbres. Je lui ai dit qu'il pouvait le faire samedi à 14h à Saint-Barnabas, la même église où nous avons eu la cérémonie de maman. Elle a hoché la tête. Je m'occuperai des fleurs. Pete arrive en avion demain soir. Il restera avec moi. Merci. Elle a tendu la main sur la table et a posé la sienne sur la mienne. Il parlait tout le temps de toi, tu sais, a-t-elle dit doucement. Chaque fois que je le voyais, il disait que tu étais la plus intelligente de toute ta boîte. Il disait qu'il ne te méritait pas, ça a frappé plus fort que n'importe quel message vocal. Que s'est-il passé avec le travail, a-t-elle demandé. Alors je lui ai raconté l'appel, Miranda, aucune exception, le jour unique ou les funérailles virtuelles. Quand j'ai eu fini, elle a secoué lentement la tête. Ton père serait parti, a-t-elle dit. Il n'a jamais toléré que les gens le traitent comme s'il était jetable. Tu ne devrais pas non plus. J'ai pensé au disque dur externe noir dans mon sac à dos, contenant 4 ans de travail invisible. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit tranquillement. Le lendemain matin, j'ai rallumé mon téléphone. 43 appels manqués maintenant. Des messages vocaux empilés. Des textos de collègues. Même un numéro que je ne reconnaissais pas et qui s'est avéré être quelqu'un du service juridique. Le message vocal le plus récent était de Dean. Écoute, Harper, nous comprenons que tu traverses une période difficile et nous sommes désolés pour ta perte, mais nous sommes dans une situation grave. Meridian ne peut pas terminer son déploiement. Les rapports tombent en panne partout. Ils menacent de résilier le contrat. Nous avons besoin que tu nous mettes au moins sur la bonne voie. Je me suis versé une tasse de café de la machine de papa, je me suis assise à sa table de cuisine et j'y ai réfléchi. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Nouvel email. Objet, service de consultation disponible. Je suis disposé à fournir une consultation limitée pour aider au déploiement de Meridian. Le tarif est de $275 de l'heure, avec un minimum de 25 heures, payé d'avance par virement bancaire. Les appels sont limités à 2 heures par jour en fonction de ma disponibilité. J'enverrai les termes du contrat une fois le paiement reçu. J'ai joint les informations de ma SARL, la structure de conseil que j'avais discrètement mise en place il y a 1 an, lorsque l'idée de partir était un murmure plutôt qu'un projet. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai attrapé une boîte et je suis allé au garage pour commencer à trier les outils de papa. Une demi-heure plus tard, debout devant son établi, mon téléphone a vibré avec un nouvel email. Confirmation de paiement. Virement bancaire reçu. Ils avaient payé. L'email de confirmation brillait sur mon écran comme un lever de soleil minuscule et satisfaisant. 6 875 $ virés. 25 heures de consultation achetées à l'avance. Ils n'ont même pas essayé de négocier. North Point, qui s'était battu avec moi pour un remboursement de logiciel de 200 $, a viré près de 7 000 $ en 30 minutes. Pas parce qu'ils me respectaient, mais parce qu'ils se noyaient. Et pour une fois, je ne leur lançais pas de bouée de sauvetage avant qu'ils ne paient pour. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai reporté mon attention sur le garage de papa. Le garage avait toujours été son sanctuaire. Des outils suspendus sur des panneaux perforés en rangées soignées. Des boîtes de vis et de clous triées par taille.
La vieille boîte à outils roulante qu'il avait depuis avant ma naissance. Ses tiroirs glissaient toujours en douceur avec ce murmure métallique familier. Sur l'établi se trouvait une petite boîte en bois avec un loquet en laiton. Je ne m'en souvenais pas. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait des cartes de baseball, des centaines d'entre elles, attachées par année avec des élastiques. Certains bords étaient cornés par l'âge, d'autres dans de vieilles pochettes en plastique. Sous les cartes se trouvait une enveloppe blanche avec mon nom manuscrit sur le devant. Je me suis figé. L'écriture de papa était incomparable. Carré, stable, comme l'homme lui-même. Je me suis assise sur le tabouret, j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti la lettre. Elle était datée de 2 semaines. Harper, si tu lis ceci, c'est qu'il est arrivé quelque chose. J'ai eu des douleurs à la poitrine. Je ne l'ai dit à personne. J'aurais probablement dû aller chez le médecin, mais je voulais d'abord écrire ceci. Tu es devenue meilleure que je ne l'avais jamais espéré. Intelligente, forte, juste. Tout ce que j'ai essayé de t'apprendre est resté. Je suis fier de toi. Ton frère, c'est une autre histoire. Je l'aime, mais il doit se débrouiller seul. J'ai changé le testament il y a 3 mois. Tu verras pourquoi en le lisant. Ne te sens pas coupable à ce sujet. Il a eu toutes ses chances. La maison est payée. L'assurance vie couvrira le reste. Prends soin de ta tante. Elle s'est occupée de vous, les enfants, plus que vous ne le savez. Et ne laisse personne te traiter comme si tu étais remplaçable. Tu ne le es pas, souviens-toi de ça. Emma, pas de signature. Juste ses initiales. Je n'ai réalisé que j'avais commencé à pleurer que lorsque l'encre a bavé autour de la dernière ligne. Pas le genre de larmes silencieuses et bien élevées. Le genre de larmes laides. Celles qu'on ne peut pas arrêter une fois qu'elles ont commencé. J'ai pressé la lettre contre mon visage un instant, me fondant dans la sensation du papier qui sentait encore faiblement le tiroir de son bureau. Puis je l'ai pliée soigneusement et l'ai remise dans l'enveloppe. Papa s'était préparé à ça, préparé pour moi, préparé à me protéger, même à distance. J'ai essuyé mes yeux, pris une longue inspiration et me suis forcé à me lever. Il y avait encore tant à faire. Et si papa me faisait assez confiance pour tout mettre sur mes épaules, alors je n'allais pas le laisser tomber. J'ai passé le reste de la matinée à trier les outils, à étiqueter les boîtes, à organiser le garage comme il le gardait, propre, intentionnel, prêt pour quiconque aurait besoin de trouver quelque chose. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. Normalement, je l'aurais ignoré, mais ce n'était pas le travail. C'était une notification par email. Paiement confirmé. Virement bancaire reçu. C'est vrai. Le contrat de consultation. Il était temps de jouer au marionnettiste. Je suis retourné dans la maison, j'ai mis une cafetière en marche et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Ils avaient payé, alors je leur ai envoyé les termes du contrat, j'ai programmé la première session de 2 heures pour le lundi matin et j'ai de nouveau fermé l'ordinateur. Après cela, je suis allé dans le salon et j'ai commencé à fouiller dans le bureau de papa. Le chaos organisé, c'est comme ça que les gens appellent ça. Mais papa ne faisait pas de chaos, même pas un peu. Tout avait une place, et tout était documenté. Impôts, garanties, reçus, lettres qu'il n'a jamais postées, mais qu'il a gardées quand même. Vers midi, j'ai entendu une portière de voiture claquer dehors. Tante Rita. Elle est entrée avec 2 plats à gratin parce qu'apparemment, un seul n'était pas suffisant pour le deuil. Il gardait toujours cet endroit impeccable, a-t-elle murmuré en regardant autour d'elle. Ton père n'a jamais rien laissé tomber en morceaux. Ni la maison. Ni vous, les enfants. Même quand il aurait dû demander de l'aide. Ses yeux se sont adoucis quand elle m'a regardé. Tu as l'air fatigué, a-t-elle dit. Je vais bien, ai-je menti. Un mensonge si transparent qu'il aurait aussi bien pu se promener avec un panneau indiquant « menteuse ». Mais elle ne m'a pas démasqué. Au lieu de cela, elle s'est assise à la table de la cuisine avec moi, les mains enroulées autour d'une tasse de café, et m'a laissé parler. Je lui ai parlé de Miranda, de elle, aucune exception, de la suggestion de funérailles virtuelles, de la façon dont j'étais parti et avais repris ce qui m'appartenait, du contrat de consultation qu'il venait de payer. Elle n'a pas interrompu, pas une seule fois. Quand j'ai eu fini, elle a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Ton père aurait fait exactement la même chose, a-t-elle dit, probablement avec plus de cris. Cela m'a fait rire. Un vrai rire, parce qu'elle avait raison.
Papa était calme jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Et quand il ne l'était plus, il était volcanique. Tu es sûr que tu vas bien, a-t-elle demandé. Je suis en colère, ai-je dit honnêtement. Mais je vais bien. Elle a hoché la tête. Bien. La colère est propre. Le deuil. Le deuil est désordonné. Nous sommes restés assises en silence un moment. Puis elle a pris le classeur et a tourné à la page du testament. J'appellerai l'avocat, a-t-elle dit. Nous allons commencer le processus. Pete arrive demain soir. Il pourra aider à l'organisation des funérailles. Merci, ai-je murmuré. Ce n'était pas assez, mais c'était tout ce que j'avais. Vendredi. Le lendemain matin, j'ai finalement rallumé mon téléphone assez longtemps pour vérifier les textos non liés au travail. Encore des appels manqués de Blake. Un texto s'est démarqué. As-tu vu le testament? Appelle-moi dès que possible. C'est n'importe quoi. Je l'ai ignoré. L'après-midi, j'étais à genoux dans le placard de la chambre de papa, fouillant dans une boîte de vieux uniformes. Le tissu sentait encore faiblement l'amidon et autre chose. Le soleil, peut-être, ou la mémoire. Après un moment, j'ai tendu la main et j'ai descendu une boîte en carton étiquetée « Déploiement Koweït 91 ». À l'intérieur, j'ai trouvé tout ce dont il n'avait jamais parlé. Des photos, des lettres de la maison, une carte avec des itinéraires de troupes, un petit journal avec son écriture serrée. Il y avait une photo de lui distribuant le courrier aux soldats, la poussière tourbillonnant autour de lui dans le vent. Il avait l'air si jeune, comme quelqu'un qui en avait trop vu, mais qui refusait de se laisser endurcir. Je l'ai tenu longtemps. Puis le téléphone a de nouveau sonné. Miranda. J'ai appuyé sur refuser. 2 minutes plus tard, Dean. Refusé. Puis un texto de quelqu'un de l'informatique. Harper, peux-tu nous rejoindre pour un appel rapide? On essaie de comprendre ce qui manque. J'ai posé le téléphone face contre table et je l'ai de nouveau éteint. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était la journée de papa. Samedi, le jour des funérailles. Le monde semblait plus froid qu'il n'en avait le droit. Le vent de février à Chicago est quelque chose de vivant, de tranchant, d'implacable, de personnel. Je portais le seul costume noir que je possédais. Tante Rita a tripoté mon col pendant tout le trajet en voiture. Saint-Barnabas était exactement la même qu'à l'enterrement de maman. De lourds murs de pierre, des vitraux qui captaient le peu de soleil qui osait se montrer. Je suis arrivé tôt pour aider à installer les panneaux de photos. Des photos de papa jeune soldat. Papa apprenant à Blake et à moi à faire du vélo. Papa à sa fête de départ à la retraite de la compagnie de transport. Papa me tenant bébé avec un sourire qui aurait pu alimenter la moitié de la ville. Tante Rita a montré l'une des photos. Il portait celle-là dans son portefeuille, a-t-elle murmuré. Il la sortait chaque fois que quelqu'un lui posait des questions sur ses enfants. Les gens ont commencé à arriver au compte-gouttes. Les anciens copains de l'armée de papa, les voisins du quartier, les hommes de la compagnie de transport, des gens dont je reconnaissais à moitié les visages d'un lointain souvenir d'enfance. Un homme aux cheveux gris et à la coupe en brosse m'a serré la main. Votre père m'a sauvé la vie au Koweït, a-t-il dit. Convoi touché. Il m'a sorti d'un camion en feu. Il n'en a jamais parlé. Ma gorge s'est serrée. Un autre homme a ajouté, il a fait des doubles services pour moi quand ma femme a été opérée. Il a refusé que je le rembourse. Papa avait toujours été discrètement extraordinaire comme ça. Puis Blake est entré, chemise froissée, jean, en retard. Il s'est tenu au fond, les bras croisés, sans parler à personne. La cérémonie a commencé à 14 heures précises. Le pasteur a parlé de service et de sacrifice. Tante Rita a parlé de papa enfant, de sa volonté de s'engager dans l'armée à 12 ans, de la fierté de leurs parents. Oncle Pete a raconté une histoire où papa lui a appris à conduire une voiture manuelle sur un parking. Il a dit que papa avait été patient. Il a fait une pause avant d'agiter le papier qu'il tenait à la main. Une partie de lui vit, a-t-il dit. Dans les personnes qu'il a élevées, en particulier Harper. Je ne m'y attendais pas. Quand ce fut mon tour, je me suis avancé. Mes mains étaient stables, ma voix moins. Je leur ai parlé de l'apprentissage de la réparation de ma première voiture, du fait que papa avait conduit 6 heures pour venir me chercher quand mon camion est tombé en panne à l'université, de ses routines strictes, de sa façon de ne jamais laisser personne derrière.
Ma voix s'est brisée sur cette phrase. J'ai terminé quand même. Nous nous sommes rendus au cimetière de Mount Greenwood ensuite. La tombe de maman était juste là. La parcelle de papa à côté de la sienne semblait l'attendre. La garde d'honneur militaire a plié le drapeau et me l'a remis. Tante Rita m'a serré l'épaule. Il est avec ta mère maintenant, a-t-elle murmuré. Ensuite, les gens se sont dispersés. Seul Blake est resté, et pas pour les bonnes raisons. Il s'est approché de moi près de la terre fraîche, la voix basse. Il faut qu'on parle de la maison. Pas maintenant. Quand alors? J'ai besoin de savoir ce que je vais toucher. Je me suis tourné vers lui, calme, mais froide. Tu ne toucheras rien. Tout son visage a changé. Quoi? Papa a mis à jour le testament il y a 3 mois. Ta part était conditionnelle. Tu devais avoir un emploi depuis 6 mois consécutifs. Ce n'était pas le cas. C'est illégal. Non, ça ne l'est pas, je vais contester. Vas-y, dépense ton argent. Papa s'est assuré que c'est béton. Il s'est approché, le visage rouge. Tu es comme lui. Froid, sans cœur. Non, ai-je dit doucement. Je suis exactement comme lui. Et c'est pour ça qu'il m'a fait confiance avec ça. Il a ouvert la bouche, mais j'ai attrapé sa chemise avant que l'insulte ne puisse se former. Tu finis cette phrase, ai-je dit, et je te casse la mâchoire. Ses yeux se sont écarquillés. Il a reculé. Il est parti. Je me suis retourné vers la tombe de papa et je suis resté là pendant encore 20 minutes. Puis, à l'air froid de février, j'ai murmuré, ils ont essayé de me faire choisir entre mon travail et t'enterrer. Ce n'était pas une confession. C'était la promesse que j'avais fait le bon choix. Le lundi matin est arrivé bien trop vite. Les fleurs des funérailles étaient encore sur le comptoir de la cuisine. La veste de papa était suspendue à la chaise où je l'avais laissée la nuit dernière. Mes yeux piquaient à cause d'un sommeil que je n'étais pas sûr d'avoir réellement eu. Mais j'avais un emploi du temps maintenant. Leur emploi du temps, acheté à mon tarif. 9 heures précises. North Point avait acheté 25 heures de mon temps. Ils allaient apprendre la différence entre le travail gratuit et l'expertise rémunérée. Je me suis connecté à l'appel vidéo depuis la table de la cuisine de papa. La lumière du soleil à travers les stores dessinait des rayures sur le bois. Dans le coin, la machine à café bourdonnait de cette manière familière que papa disait toujours signifier qu'elle se réveillait. Au fur et à mesure que la salle de réunion se chargeait, les visages sont apparus à l'écran un par un. Miranda, raide comme toujours, mais avec un nouveau courant de panique qui lui serrait la mâchoire. Dean, son patron, essayant de paraître calme et autoritaire, mais clairement secoué. Chuck, le chef de l'informatique, une tasse de café à la main, comme s'il n'avait pas dormi. Le PDG, assis trop droit, comme quelqu'un qui essaie de ne pas paraître désespéré. Le service juridique, les finances, l'informatique, les analystes, toute une équipe de direction que je n'avais jamais vue réunie auparavant. J'ai siroté mon café. Bonjour, ai-je dit. Chuck s'est raclé la gorge. D'abord, Harper. Nous tenons à vous présenter nos condoléances pour votre perte. Nous aurions dû gérer la semaine dernière avec plus de compassion. J'ai attendu. Dean a sauté trop vite. Nous sommes dans une situation grave. Meridian menace de résilier le contrat. Leurs tableaux de bord de reporting sont en panne partout. Nous avons besoin de votre aide pour résoudre ce problème. C'est pour ça que vous avez payé pour une consultation, ai-je dit agréablement. Alors, commençons. J'ai partagé mon écran et j'ai affiché des diagrammes système, ceux que j'avais recréés à partir de mon disque dur externe. La pièce est devenue silencieuse. J'ai pointé le premier groupe d'erreurs d'intégration. Ce flux de travail a été signalé en novembre, ai-je dit. J'ai envoyé un email avec des captures d'écran montrant les problèmes de timeout. Personne ne l'a corrigé. Il échoue maintenant sur 5 comptes clients. La mâchoire de Miranda s'est contractée. Nous allions nous en occuper. J'ai continué à parler. J'ai montré un point de terminaison d'API mal configuré. Ce point de terminaison a été modifié sans documentation. Celui qui l'a changé n'a pas tenu compte de la cartographie des dépendances. Ça a cassé la cascade de reporting. Dean s'est penché en avant. Pouvons-nous sauter l'historique et nous concentrer sur les solutions? Non, ai-je dit. Vous payez pour mon temps.
Je vais vous expliquer ce qui a cassé, pourquoi ça a cassé, et comment éviter que ça se reproduise. Si ce n'est pas ce que vous voulez, je peux mettre fin à l'appel maintenant. Silence. Chuck a hoché lentement la tête. Continuez. Pendant les 2 heures suivantes, je les ai guidés à travers tout. Les scripts de reporting qui ont échoué parce que quelqu'un a supprimé la gestion des erreurs pour accélérer les choses. L'outil de planification qui s'est planté parce que l'équipe a ignoré les avertissements que j'avais soumis. Le processus de sauvegarde qui n'a jamais existé parce que les approbations budgétaires ont été retardées. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai insulté personne, mais je n'ai fait aucun effort pour protéger leurs égos non plus. À la fin de la première session, tout le monde avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. À 11 heures précises, je me suis arrêté en pleine phrase. C'est l'heure. Nous pourrons continuer demain. Dean a laissé échapper, nous avons besoin de plus de 2 heures. Alors envoyez le paiement, ai-je dit. J'ajouterai d'autres sessions. J'ai mis fin à l'appel. Mardi, session 2. Le paiement a été validé à 6h14. Ils apprenaient. La session de ce matin s'est déroulée de la même manière, calme, structurée, brutale. J'ai narré les échecs pendant que leurs visages s'enfonçaient plus profondément dans la résignation. Vers le milieu, une âme courageuse des finances a demandé, « Harp, est-ce vraiment si grave ?» J'ai regardé directement dans la caméra. Oui. Le mercredi matin, ils avaient cessé de discuter, de s'excuser, de prétendre qu'ils avaient la situation en main. J'étais devenu la seule voix stable dans la tempête qu'ils avaient construite et ignorée pendant des années. Mercredi après-midi, l'offre. À la dernière minute de notre session allouée, Chuck s'est raclé la gorge. Avant de terminer, a-t-il dit, il y a quelque chose dont nous voulons discuter. On y va. Le PDG s'est penché en avant. Nous voulons vous offrir un poste. Miranda s'est raidie à côté de lui, clairement pas partie prenante de cette discussion. Chuck a continué, nous aimerions que vous reveniez en tant que directrice de l'infrastructure. J'ai cligné des yeux une fois. Il a continué. Une augmentation de salaire de 60%, télétravail complet, des stock options, le pouvoir d'embaucher, une autonomie sur votre équipe et votre domaine, un lien hiérarchique direct avec lui, contournant complètement la direction intermédiaire. Le visage de Miranda s'est effondré, le masque de supériorité se fissurant sous le poids de l'humiliation. Nous reconnaissons que nous n'avons pas pleinement valorisé vos contributions, a déclaré le PDG, et nous voulons y remédier. C'était une phrase si propre, si polie qu'elle semblait presque sincère. Presque. Mais papa m'avait appris à regarder sous le capot. J'ai croisé les mains sur la table. Vous n'offrez pas ça parce que je l'ai mérité au cours des 4 dernières années, ai-je dit. Vous l'offrez parce que vous paniquez maintenant. Chuck a ouvert la bouche. J'ai levé la main. Quand mon père est mort, ai-je continué, votre première réaction n'a pas été la compassion. Ce n'était pas le soutien. C'était de me dire de choisir entre mon travail et l'enterrer. Personne n'a parlé. J'ai regardé droit dans la caméra. Ça m'a tout dit sur votre leadership. Le visage de Miranda a vacillé comme si elle voulait objecter, mais même elle savait qu'il valait mieux ne pas le faire. Vous voulez arranger les choses maintenant, ai-je dit. Parce que vous avez réalisé trop tard que je n'étais pas remplaçable. Pas parce que vous me valorisez, mais parce que vous avez enfin ressenti les conséquences d'avoir agi comme si ce n'était pas le cas. Silence, un long silence. Finalement, Chuck a demandé doucement, Y a-t-il une version de cela qui vous convient? Non, ai-je dit, et c'était le mot le plus facile que j'ai prononcé de toute la semaine. Le déploiement de Meridian est maintenant votre responsabilité. Vous avez la documentation pour laquelle vous avez payé. Vous pouvez vous débrouiller pour le reste. J'ai mis fin à l'appel ensuite. Au moment où l'écran s'est éteint, la cuisine semblait trop silencieuse. La veste de campagne de papa était toujours suspendue à la chaise. Le drapeau des funérailles était plié proprement sur la table. La lettre qu'il m'avait écrite reposait dans le tiroir derrière moi comme un battement de cœur régulier. Je me suis levé, je suis retourné dans le garage, j'ai retroussé mes manches et j'ai pris le pendentif en noyer qu'il avait commencé à sculpter pour moi. Il était à moitié fini, certains bords rugueux, d'autres lissés par sa main. Je l'ai façonné comme il l'aurait fait, poncé les courbes, percé le trou, enfilé un cordon de cuir. Certaines choses, mon père m'a appris, vous les finissez pour les gens qui ne le peuvent plus. Certaines choses, vous les finissez pour vous-même.
Je n'ai pas vérifié mon téléphone du reste de la nuit. Je n'en avais pas besoin. Ils rappelleraient. Ils enverraient de nouveau un email. Ils essaieraient de retrouver leur équilibre sans la femme qu'ils avaient rejetée comme étant remplaçable. Mais j'en avais fini de les laisser définir ma valeur. Et demain, je m'occuperai de l'autre personne qui continuait à prétendre que je lui devais quelque chose, Blake. Le jeudi matin, j'étais complètement passé en deux modes. 1. Exécutrice testamentaire. 2. Femme qui ne donnait plus d'oxygène à North Point. Blake, malheureusement, était déterminé à me ramener à un troisième mode. 3. Babysitter de ses mauvaises décisions. J'ai refusé. Jeudi, la confrontation. J'étais dans la cuisine de papa en train d'organiser une pile de documents pour l'avocat de la succession quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir sans même frapper. Une seule personne entre dans la maison de quelqu'un d'autre comme si c'était son droit de naissance. Harper a appelé Blake comme si nous étions en bons termes. Je n'ai pas pris la peine de me lever. Utilise tes mots avec précaution. Il est entré dans la cuisine, l'air irrité et suffisant à la fois. J'ai parlé à un avocat, a-t-il dit en croisant les bras. Il dit que la clause d'emploi pourrait ne pas tenir. Que papa ne pensait pas clairement quand il a mis à jour le testament. J'ai lentement levé les yeux du classeur. L'avocat de papa a documenté la réunion. Il a noté la compétence mentale. Il a écrit le raisonnement de papa. Il y a des dossiers médicaux qui le soutiennent. C'est béton. La mâchoire de Blake s'est contractée. L'avocat dit. Tu as engagé un avocat bon marché qui veut une provision, ai-je coupé. Il te monte la tête parce que le conflit le paie. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner. Il s'est approché. Tu vas sérieusement tout garder? La maison, l'assurance, tout? Oui. C'est égoïste. Non, ai-je dit tranquillement. Ce qui est égoïste, c'est de disparaître pendant 6 mois, de ne se montrer que quand on a besoin d'argent, puis de traiter la mort de papa comme un billet de loterie. Son visage s'est tordu. Tu te crois tellement meilleur que moi. Non, ai-je dit. Je pense que j'étais là à chaque anniversaire, chaque rendez-vous chez le médecin, chaque tuyau cassé, chaque urgence. Toi, non. Papa l'a remarqué. Il a ouvert la bouche. Je ne l'ai pas laissé finir. Tu veux savoir pourquoi il a ajouté cette clause, ai-je demandé. Parce qu'il t'aimait. Parce qu'il voulait que tu grandisses. Et parce qu'il savait que tu ne le ferais pas à moins que quelqu'un ne t'y force. Blake avait l'air de vouloir jeter quelque chose. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Si, ai-je dit doucement. Ça l'est. Il m'a regardé une autre longue seconde, puis a attrapé ses clés sur le comptoir et est sorti en trombe. La porte a claqué assez fort pour faire trembler le cadre. Je ne l'ai pas poursuivi. J'ai juste pris une inspiration et je suis retourné à mon tri de paperasse. Les morts méritaient l'ordre. Les vivants pouvaient attendre. Jeudi après-midi, la lettre de maman. Au sous-sol, papa avait gardé des boîtes de documents datant de plusieurs décennies. Déclaration d'impôts, reçus, lettres, anciennes fiches de paix de séjour dans l'armée. Ce n'était pas un homme sentimental, mais il gardait chaque bribe de vie soigneusement pliée et étiquetée. Dans une boîte marquée « Divers, année 1990 », j'ai trouvé quelque chose de différent. Une enveloppe plus petite cachée sous une pile de cartes. Pour Harper et Blake, de maman, 1997. Mon souffle s'est coupé. Son écriture était élégante, en boucle, indubitablement la sienne. Je me suis assise sur le sol en béton et je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. Si vous lisez ceci, c'est que je n'ai pas été assez forte pour rester. Et je suis désolé. Je veux que vous sachiez tous les deux que votre père est l'homme le plus fort que j'ai jamais rencontré. Pas parce qu'il ne pleurait jamais, mais parce qu'il continuait à être là, même quand il était brisé à l'intérieur. Harper, tu es mon premier miracle. Sois patiente avec toi-même, avec les autres, avec le monde. Mais ne laisse personne t'éteindre. Blake, tu es notre joie. Laisse les gens entrer. Ton père te portera plus loin que tu ne le penses, mais tu dois le rencontrer à mi-chemin. Prenez soin l'un de l'autre. La famille, ce n'est pas que le sang. La famille, c'est faire les choses difficiles quand personne ne regarde. Je vous aime tous les deux. Toujours. Maman. J'ai pressé la lettre contre mon front et j'ai fermé les yeux.
Maman avait écrit ça quand j'avais 6 ans. Blake était un bébé. Elle avait su que papa porterait tout après son départ. Elle avait su que je finirais par m'occuper des morceaux qu'il ne pouvait pas tenir. Et d'une manière ou d'une autre, même alors, elle avait su que Blake dériverait. Mais je n'allais plus être son encre. J'ai plié la lettre, je l'ai remise dans l'enveloppe et je l'ai délicatement placée dans la pile à garder. Certaines choses m'appartenaient. Certaines choses appartenaient à l'avenir. Vendredi, l'appel juridique. À 9h43, tante Rita a appelé. Harper, a-t-elle commencé, et je pouvais entendre l'épuisement dans sa voix. L'avocat de Blake a contacté l'avocat de la succession. Laisse-moi deviner, ai-je dit. Influence indue. Oui. Il prétend que votre père n'était pas sain d'esprit et que vous l'avez influencé. J'ai soupiré. L'avocat a-t-il mis fin à cela? Poliment, a-t-elle dit. Les dossiers médicaux montrent que votre père était pleinement compétent. Le mémo de la réunion sur le testament est extrêmement détaillé. Ça n'ira nulle part, mais ça pourrait prendre quelques mois à résoudre. C'est bon, ai-je dit. Laisse-le gaspiller son argent. Tu n'es pas intéressé par un règlement? Non, ai-je dit. Papa a été clair. Je ne vais pas passer outre ses dernières volontés pour que Blake se sente mieux. Tante Rita a expiré. Je suis fier de toi, a-t-elle dit. Et ton père le serait aussi. J'ai ravalé le nœud dans ma gorge. J'espère. Après avoir raccroché, je suis retourné dans le garage et je me suis assise à l'établi de papa. Le pendentif en noyer que je sculptais était à côté de moi, le grain captant la lumière comme l'écho de quelque chose de chaud. J'ai passé mon pouce sur son bord lisse. J'étais fatigué, jusqu'au plus profond de mes os, mais pas brisé. Papa n'a pas élevé quelqu'un de fragile. Samedi, le passé revient. Vers midi, après avoir trié des boîtes pendant des heures, j'ai trouvé une autre petite enveloppe nichée sous de vieilles déclarations d'impôts. À l'intérieur se trouvaient des lettres que maman avait écrites à papa avant leur mariage. Des notes douces, drôles, nerveuses sur la construction d'un avenir ensemble. Il les avait toutes gardées, même celles où elle le grondait de trop travailler. J'ai souri malgré moi. C'était la partie de lui qu'il ne montrait jamais à personne. La couche tendre sous la discipline et la structure. Et maintenant, elle était à moi, à garder. Je suis resté au sous-sol jusqu'à ce que la lumière de l'après-midi commence à faiblir. Puis mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Normalement, je l'aurais ignoré, mais quelque chose en moi a dit « Réponds ». Bonjour, ai-je dit. Une voix masculine chaleureuse a répondu. Harper Ashford? Oui. Je m'appelle Jordan. Je suis le directeur technique de Cascade Systems. Nous sommes une petite entreprise, environ 30 employés. J'ai eu votre nom par Ben de chez North Point. J'ai cligné des yeux. Ben, l'analyste junior que j'avais aidé une fois, le gamin aux yeux anxieux et aux trop nombreuses questions tard le soir. Il a dit que vous pourriez être ouverte à de la consultation ou à quelque chose de plus permanent. Je me suis redressé. Quel genre de poste? Architecte d'infrastructure senior. Il a dit que vous construiriez notre documentation et nos systèmes à partir de zéro. Télétravail complet, autonomie, pas de bêtises d'entreprise. Et j'ai entendu parler de votre père. Je suis désolé. Nous nous adapterions à n'importe quel calendrier dont vous avez besoin. J'ai fermé les yeux. Son ton n'était pas poli comme celui de North Point. Pas de panique, pas de flatterie, juste de la sincérité. À quoi ressemblerait la structure, ai-je demandé. Vous me rendriez compte directement, a-t-il dit. Et vous embaucheriez votre propre équipe au fur et à mesure que nous grandirons. Mon cœur a fait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Il s'est soulevé. Envoyez-moi les détails, ai-je dit. Bien sûr. Et Harper? Oui. Prenez votre temps. Le deuil est une longue route. Nous ne sommes pas pressés. L'appel s'est terminé, et pendant un long moment, je suis resté assise dans le garage, le silence s'installant autour de moi. Les outils de papa étaient partout. Le pendentif reposait sous ma paume. La lettre de maman était dans ma poche. Peut-être. Peut-être qu'il était temps de construire un avenir qui n'était pas maintenu par du ruban adhésif et les urgences des autres. 3 mois plus tard, la maison était calme. Pas silencieuse, calme.
Le genre de calme qui s'installe après une longue tempête, quand les fenêtres arrêtent de trembler et que l'air vous appartient enfin. La maison de papa, ma maison maintenant, n'était pas vide, juste plus légère. Je me tenais dans le garage de papa, en train de poncer la dernière planche de noyer pour une étagère sur laquelle je travaillais. Le bois sentait le chaud, le rassurant, le familier. La radio fredonnait doucement en arrière-plan. Je portais la vieille veste de campagne de papa parce qu'elle rendait le monde un peu moins brutal. Tant de choses avaient changé. Tant de choses s'étaient enfin apaisées. Les suites du testament. La contestation de Blake n'a pas duré. Il y a 2 semaines, son avocat a officiellement abandonné l'affaire. L'avocat de la succession m'a transmis le résumé final. Testament confirmé, clause valide, aucun signe de coercition ou de capacité diminuée. Bien distribué comme écrit. Blake a déménagé à Milwaukee peu de temps après. Selon tante Rita, il a trouvé un travail dans un entrepôt et a cessé de poser des questions sur l'héritage. Peut-être qu'il a finalement réalisé que personne ne lui devait rien. Ou peut-être qu'il a juste trouvé quelqu'un d'autre sur qui s'appuyer. Quoi qu'il en soit, ce n'était plus ma responsabilité. La maison. La succession était réglée. La maison serait mise en vente le mois prochain, mais le garage, les outils, les souvenirs, tout cela est resté avec moi. Certaines choses que vous gardez, certaines choses que vous laissez partir, certaines choses que vous reconstruisez. J'avais gardé les planches de noyer que papa avait mises de côté pour de futurs projets. Il n'a jamais eu l'occasion de les utiliser, alors je l'ai fait. Une étagère faite de ses mains et des miennes, un endroit pour ranger les lettres, les photos et les morceaux de lui que j'avais rassemblés en cours de route. Le travail, le nouveau départ. Cascade Systems s'est avéré être tout ce que Jordan avait promis et plus encore. Pas de mots à la mode performatif, pas de manipulation, on est une famille, pas de message Slack à minuit avec des points d'interrogation, juste des gens qui se souciaient du travail réel et des limites réelles. Quand Jordan a envoyé l'offre officielle des semaines plus tôt salaire compétitif, télétravail complet, autonomie de l'équipe, j'ai lu le contrat 3 fois avant d'accepter. Pas par doute, par soulagement. J'ai construit tout leur système de documentation à partir de zéro. Propre, élégant, intuitif. Puis j'ai embauché 2 analystes d'infrastructure pour soutenir la charge de travail croissante. Tous 2 talentueux, tous 2 des êtres humains décents. Tous 2 reconnaissants de travailler dans un endroit qui ne leur mangeait pas l'âme. Parfois, en examinant des diagrammes système, je me surprenais à penser, papa aurait dit, bon travail. Pas fort, pas de manière dramatique, juste un signe de tête approbateur. Et c'était suffisant. Le message de North. Mon téléphone a vibré sur l'établi. Email de Ben. Objet, mise à jour. North. Je l'ai ouvert. Et Harper, je pensais que tu voudrais savoir. Meridian a officiellement résilié son contrat. 2 autres clients examinent leurs options. Miranda a été licenciée le mois dernier. Dean a pris un poste inférieur dans une autre entreprise. Ils ont embauché 3 personnes pour te remplacer. Ce n'est toujours pas suffisant. Je me suis dit que tu méritais la vérité sans le baratin d'entreprise. J'espère que tu vas bien. Ben. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes. Pas de joie, pas de triomphe, juste un alignement. L'univers équilibrant enfin une balance inclinée depuis trop longtemps. J'ai tapé une réponse simple. Merci pour la mise à jour, Ben. Je te souhaite le meilleur. Harper. Puis j'ai posé mon téléphone face contre table. North. Était un chapitre clos. Je n'avais pas besoin de le relire. L'appel de Jordan. 1 heure plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois avec le nom de Jordan à l'écran. J'ai essuyé la sueur de mes mains et j'ai répondu. Et, Harper, a-t-il dit, joyeux, mais professionnel. Tu as 1 minute? Bien sûr. On a décroché 2 gros clients ce matin. On va devoir étendre le support d'infrastructure. Je voulais te soumettre quelques idées d'embauche. J'ai souri légèrement. Donne-moi une journée pour préparer une courte liste. Parfait. Pas de presse. Et Harper? Oui. Tu fais un travail phénoménal. L'équipe le dit tout le temps. Je voulais juste m'assurer que tu l'entendais. Une chaleur s'est épanouie dans ma poitrine. Calme, stable, pas le genre tremblant qui vient de la survie,
mais le genre ancré qui vient du fait d'être enfin quelque part où l'on a sa place. Merci, ai-je dit. Ça me touche beaucoup. Après avoir raccroché, j'ai posé le téléphone, j'ai roulé des épaules et j'ai repris le bloc de ponçage. La poussière de noyer flottait dans la lumière de l'après-midi. Le pendentif de papa, celui que j'avais fini, reposait sur le panneau perforé au-dessus de l'établi. Son écriture était encadrée à côté. La pièce de défi était posée dans un petit plat en bois. Papa n'était pas là, mais il n'était pas parti non plus. Il était dans chaque bonne décision que je prenais, chaque limite que je maintenais, chaque pas loin des gens qui me voyaient comme remplaçable, chaque pas vers des gens qui ne le faisaient pas. La réflexion finale. Les gens pensent que la plus grande vengeance est la destruction. Ils ont tort. La plus grande vengeance est de partir avec tout ce qu'ils n'ont pas apprécié, votre talent, votre temps, votre paix, et de les regarder s'effondrer sous le poids de leur propre aveuglement. Papa m'a appris ça. Maman, à sa manière, me l'a appris aussi. Ils n'utilisaient jamais le mot « vengeance ». Ils utilisaient des mots comme « valeur »,« respect »,« famille »,« limite »,« colonne vertébrale »,« intégrité ». Mais le résultat était le même. Connais ta valeur. Protège-la férocement. Ne la donne qu'à ceux qui la méritent. J'ai fini de poncer le dernier morceau de noyer, j'ai enlevé la poussière et j'ai murmuré dans le garage silencieux, je vais bien maintenant. Et pour la première fois depuis cet appel téléphonique à 7 heures du matin 3 mois plus tôt, je le pensais. Au moment où le printemps s'est installé sur Chicago, ce genre de douce chaleur qui rend la ville presque indulgente, j'étais tombé dans un rythme dont je ne réalisais pas que j'avais envie toute ma vie d'adulte. Un travail stable, des matins paisibles, pas d'urgence, pas de mendicité pour une humanité de base. Tout semblait mérité, pas volé, pas de chance, mérité. Et cela comptait plus que je ne peux l'expliquer. Le garage, une nouvelle sorte de maison. Le garage de papa était devenu mon espace de travail. Pas un temporaire, pas une solution, pour l'instant. Un vrai bureau fonctionnel. Sur, rack à outils, 2 écrans, étagère en noyer, lumière naturelle de la petite fenêtre au-dessus de l'établi. Il y avait quelque chose de poétique là-dedans. J'avais passé 4 ans à soutenir une entreprise qui ne se souciait jamais de savoir si je craquais sous le poids. Maintenant, je construisais quelque chose à moi. Lentement, intentionnellement, planche par planche, sur les fondations d'un homme qui m'a appris à quoi ressemblait la vraie fierté. La bibliothèque était finie. J'ai passé mes doigts sur le grain lisse, admirant les bords nets, sa beauté tranquille. J'ai placé la vieille photo de papa, lui dans son uniforme de l'armée, sur l'étagère du haut. À côté, la lettre de maman. À côté de ça, le pendentif en noyer que j'avais sculpté à partir de sa pièce inachevée. Ce n'était pas un sanctuaire. C'était un rappel. Je viens de la force. Je viens de gens qui ont mérité leur vie. Et maintenant, je fais la même chose. Cascade, une carrière que j'ai choisie. Cascade System a continué de croître. Jordan appelait chaque semaine pour prendre des nouvelles, pas pour micro-gérer, pour collaborer, pour demander mon avis, pour respecter les limites. Quelque chose que Northpoint n'a jamais compris. Les gens ne font pas de burn-out à cause du travail acharné. Ils font un burn-out à cause du manque de respect. Jordan ne m'a jamais manqué de respect. L'équipe non plus. Il m'envoyait des messages de remerciement quand je concevais un nouveau schéma d'infrastructure. Il me demandait mon avis. Il mettait réellement en œuvre mes suggestions au lieu de les laisser pourrir dans des fils de discussion Slack non lus. Mon équipe, ma propre équipe, s'épanouissait. 2 analystes étaient devenus 3. Et quand l'un d'eux a eu une urgence familiale, Jordan lui a dit « Prends tout le temps dont tu as besoin », et il le pensait. Je me sentais expirer chaque fois que je me connectais. Pour la première fois, je ne maintenais pas le désordre de quelqu'un d'autre. Je construisais quelque chose de complet. L'email qui a tout prouvé. Un après-midi, alors que je téléchargeais la documentation finale pour un nouveau client, mon téléphone a vibré. Email de Ben. Objet, vous devriez voir ça. À l'intérieur se trouvait une capture d'écran, une annonce publique du Slack interne de Northpoint qui avait fuité. Meridian a officiellement mis fin à sa relation avec Northpoint. L'équipe de direction est en cours de restructuration. Nous travaillons à stabiliser les systèmes et la documentation existants. Nous vous remercions de votre patience. Une autre capture d'écran était jointe. La démission de Miranda.
La transition de Dean vers de nouvelles opportunités. Un message frénétique de l'informatique demandant si quelqu'un avait des copies datées de l'ancienne documentation d'Ashford. J'ai reniflé. Ancienne documentation. Maintenant, elle avait de la valeur. J'ai tapé une brève réponse. Merci pour la mise à jour, Ben. J'espère que vous allez bien. Harper. Je n'ai pas joint de smiley, mais j'y ai pensé. Blake. L'effondrement final. Tante Rita a appelé ce soir-là. Il va mieux, a-t-elle dit. Blake. Je veux dire. Je n'ai pas répondu tout de suite. Elle a continué. Il se présente au travail. Paie son propre loyer. A cessé de poser des questions sur l'héritage. S'est même excusé de m'avoir crié dessus. J'ai laissé échapper un lent soupir. C'est bien, ai-je dit. Tu n'es pas obligé de lui pardonner tout de suite, a ajouté Rita doucement. Mais il essaie. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas le voir. Blake et moi n'en étions pas encore là. Peut-être que nous ne le serions jamais. Mais peut-être que ce n'était pas le but. Papa ne nous a pas élevés pour être parfaits. Il nous a élevés pour grandir. Et Blake le faisait enfin, même s'il a fallu qu'il perde tout ce qu'il pensait mériter. L'appel, l'avenir. Une semaine plus tard, Jordan a de nouveau appelé. Harper, a-t-il dit, nous nous développons. J'aimerais que tu assumes un rôle d'architecte principal. Plus d'autonomie, plus de budget, plus de pouvoir de décision. J'ai souri. Ça semble prometteur. Il a ri. Tu me fais toujours mériter le oui. J'aime m'assurer que les gens pensent ce qu'ils disent. Et c'est le cas, a-t-il dit. Vraiment. J'ai regardé autour du garage, les outils, les étagères, le calme, puis l'ordinateur portable ouvert sur mon établi, montrant un diagramme d'architecture propre que j'avais conçu moi-même. Ouais, ai-je dit doucement. Parlons-en. La leçon finale. Ce soir-là, après le dîner, je suis retourné dans le garage avec une tasse de thé. Le pendentif que papa avait commencé, celui que j'avais fini, était suspendu près de l'établi. Je l'ai touché légèrement. Papa disait, tu apprends aux gens comment te traiter. Cela semblait vague, comme quelque chose que les adultes disent parce qu'ils ne savent pas mieux expliquer le monde. Maintenant, je le comprenais jusqu'à la moelle. J'ai appris à North Point que je serais là, peu importe à quel point ils me traitaient mal, alors ils m'ont maltraité. Puis je leur ai appris que je ne le serais pas, alors ils ont paniqué. J'ai appris à Cascade que j'avais des limites, alors ils les ont respectées. Je me suis appris que ma valeur n'était pas à débattre, alors j'ai cessé de la débattre. La force ne rugit pas toujours. Parfois, elle ressemble à un départ. Parfois, elle ressemble à une reconstruction. Parfois, elle ressemble au calme d'un garage un soir de printemps où tout ce que vous avez perdu est toujours présent et tout ce que vous avez gagné est enfin à vous. J'ai éteint la lumière de l'atelier et j'ai murmuré doucement, « Je vais bien, papa. » Et pour une fois, le monde semblait assez calme pour que je puisse entendre la réponse. « Tu vas plus que bien. »